Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture d'un recueil de contes populaires slaves qui a été publié aux éditions Ernest Leroux à Paris en 1882. C'est un fichier EPUB que j'ai récupéré sur Wikisource, donc j'imagine de mémoire que c'est sur Wikipédia que vous pouvez y accéder via Wikipédia. C'est une traduction de Louis Léger, professeur à l'école des langues orientales. Il y a 33 contes au total. Je vais vous lire un petit bout d'introduction. L'introduction est du traducteur. Donc, introduction. Les contes populaires slaves sont innombrables. On en recueille et on en publie tous les jours. Ceux que je donne ici sont ceux que j'ai remarqués dans mes lectures et dont la traduction a autrefois amusé mes heures de loisirs. Après les avoir dispersés pendant plusieurs années dans un certain nombre de revues ou de magazines, je les ai réunis aujourd'hui. J'ai profité de cette occasion pour réviser soigneusement ma traduction. Elle n'a qu'un mérite, c'est d'être fidèle et d'avoir été faite sur les textes originaux. J'ai à dessein groupé ces récits sans ordre méthodique, tenant à indiquer que ce volume n'a point de prétention scientifique et laissant aux mythographes ou aux folkloristes le soin de procéder à des classifications ou à des synthèses. Quelques-uns de ces contes paraîtront sans doute nouveaux, d'autres sont des variantes de récits bien connus. Ils fourniront aux curieux le sujet d'intéressantes comparaisons. Une drachme de langue. Conte serbe. Le père d'Omer lui faisait chaque jour des reproches de ce qu'il aimait trop à flâner, à courir en jouant de la tambourissa par les rues de Sarajevo. « Tu es jeune, mon fils, lui disait-il. Nous sommes vieux, nous ne pouvons travailler. Qui nous nourrira si ce n'est toi ?» De ses conseils et du travail, Omer se souciait fort peu. Il était connu à Sarajevo comme le chef de tous les musards. Aller de maison en maison, de fenêtre en fenêtre, telle était son occupation. Tout le monde voyait qu'Omer n'était pas mûr pour le mariage, et si sa jeunesse ne le lui avait interdit, sa bourse plate le lui aurait bien défendu. Tout le monde était convaincu qu'il avait le diable au corps. La honte de sa conduite retombait sur ses pauvres parents. Le chagrin qu'ils éprouvaient abrégea leur vie. Ils moururent. Omer resta le chef d'une maison vide et délabrée avec 3 orphelins. Depuis longtemps, il désirait vivre en liberté sans avoir à encourir les reproches de son père et pouvoir satisfaire tous ses caprices. Mais il sentit bientôt combien il était dur de vivre sans parents, combien la maison était lourde sur ses épaules. Qui filera désormais? Qui tissera? Qui balayera la maison? Il faut devenir sérieux. Après avoir ainsi réfléchi, Omer se dit « Par ma tambouritsa, il n'y a pas d'autre moyen, il faut me marier. » Et le voilà qui met sa tambourissa en bandoulière et s'en va sous les fenêtres de la belle Meïra. C'était l'heure de la prière des Turcs quand il arriva sous la fenêtre. Une lumière brûlait et l'on entendait parler dans la chambre. Omer frappe à la fenêtre, on cesse de parler. Il chante, la lumière s'éteint. Personne ne fait attention à lui. 3 soirées de suite, il vint sous la fenêtre, et chaque fois il s'en alla, triste et désolé. Meïra ne s'était même pas montrée. Il revint une 4e. « Allons, je chanterai encore ce soir et ne reviendrai plus sous ces fenêtres. » Il accorda sa tambouritsa, et d'une voix triste, il chanta. « Tambouritsa, mon passe-temps, archer ma douce joie, assez longtemps tu as nourri ma faim, désaltéré ma soif. Tu as attiré les filles à la fenêtre, tu as allumé d'amour leur visage, tambouritsa, mon passe-temps. Archer ma douce joie. Hélas, j'ai perdu les jours et les années à chanter sous les fenêtres de Meïra. Meïra ne veut même pas me regarder. » À ces paroles, la lumière s'éteignit. La fenêtre s'ouvrit tout à coup. Omer ne se sentait pas de joie, mais Meïra lui dit « Je crois que tu es devenu fou, Omer. Je m'étonne de tes fantaisies. Que cherches-tu sous mes fenêtres? Tout cela est bien inutile, sais-tu » La joie d'Omer s'évanouit, et le voilà plus désolé qu'auparavant. Meïra, le voyant tout troublé, reprit. « Mon ami, tu voudrais peut-être te marier avec moi? Est-ce vrai, Omer ?»« Oui, répondit-il. « Prends-y garde, reprit-elle, cela ne se peut.
Tu n'as pas un morceau de pain à la maison, et tu rêves mariage. Je sais ce que tu vas me dire. Qui se ressemble s'assemble. Je suis fille de parents pauvres, c'est vrai, mais il n'y a pas de plus jolie fille que moi à Sarajevo. Je puis me marier richement. Mais écoute, Omer, ce n'est ni l'or ni l'argent, mais bien la joie du cœur qui fait le bonheur. Je te préférerais, quant à moi, à tout Sarajevo. Mais je respecte et j'aime mes parents. Je ne veux épouser que celui qui les rendra tout aussi heureux que moi et qui pourra les nourrir jusqu'à leur mort. Omer, ayant entendu cela, réfléchit un peu. Ah, si je savais seulement combien il me faudrait de fortune pour t'acheter. Ouvre un magasin, dit Meïra. Fais-toi commerçant. Il suffit que tu puisses nourrir et habiller mes parents et tes orphelins. Adieu, Meïra, dit Omer. Je comprends tout. Et s'il peut résulter quelque chose de tout cela, demain nous nous reverrons. Plein de joie et tout ensemble de tristesse, Omer quitta Meïra. Ah, se disait-il, si je pouvais emprunter quelque part de l'argent, qui serait plus heureux que moi? Si je ne le puis, qui sera plus malheureux que moi? Cette idée le poursuivit toute la nuit dans ses rêves. Quand il s'éveilla, il ne savait plus ce qu'il faisait, tant il était joyeux. Il lui était revenu à la mémoire qu'il avait pour grand ami un juif très riche. Si celui-là ne me prête pas de l'argent, personne ne m'en prêtera. Ainsi songeant, il s'en alla chez Issachar, c'était le nom du juif. Il le trouva à la maison et il lui exposa sa requête. Le juif se montra prêt à verser son sang pour son ami Omer, à plus forte raison à lui prêter 30 bourses. « Ce sera une grande joie, lui dit-il, de te voir marié à la belle Meïra. » Puis il lui demanda dans combien de temps il le paierait. « Dans 7 ans, répondit Omer. « Et si, dans 7 ans, tu ne m'as pas payé, que ferons-nous alors ?» Après cette réflexion, je ne sais qui leur mit en tête la convention suivante qu'ils firent enregistrer devant le cadi. Si Omer, dans 7 ans, n'a pas rendu à Issachar les 30 bourses, qu'Issachar lui coupe devant le tribunal une drachme de sa langue, et que la chose soit ainsi réglée. Qui fut plus heureux que le jeune Omer? De la journée, il ne fit rien que songer à sa noce. Quel grand repas il donnerait! De quelles belles étoffes il vêtirait sa Meïra! En un mot, il pensait beaucoup moins à la façon dont il rendrait l'argent d'autrui qu'à celle dont il le dépenserait. Au bout d'un mois, Meïra fut amenée dans la demeure du riche Omer. On banqueta pendant 8 jours entiers. Tout le monde se demandait d'où venait à Omer cette fortune qui lui permettait d'étaler un tel luxe. Beaucoup supposèrent bien qu'il ne l'avait pas trouvé dans la terre. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le travail vaut mieux que l'argent » et un autre encore qui dit « Ce n'est pas tout que du chanter dans les villages ». Notre Omer, lui, après la noce, ne s'inquiéta pas trop de son métier. Il se disait « Il me reste encore 15 bourses, c'est avec cela que je ferai le commerce ». Cependant, il en arriva à remplir un magasin de sel, de tabac, de pommes de pin, de balais de bouleau. On trouvait de tout cela chez lui, mais il ne vendait pas autre chose. Il fit ainsi le commerce pendant 4 ans. Pendant tout ce temps-là, on n'eût pas remarqué sur son visage le moindre souci. Son emprunt et sa convention lui étaient sans doute tout à fait sortis de la mémoire. Mais vint la 5e année, et alors on commença à lire sur sa physionomie quelque chose qui le rongeait. La 7e année, son visage était tout changé. Sa femme et ses amis le surprenaient souvent, pleurant à chaudes larmes. Mais c'était en vain qu'on lui demandait la cause de sa tristesse. Il refusait de répondre à toutes les questions de ses amis. « Personne, disait-il, ne peut me secourir. Laissez-moi. » Telle était toujours sa réponse. Cependant, la belle Meïra, dès les premiers jours qui avaient suivi le terrible contrat, en avait appris toutes les clauses de la bouche du juif lui-même. Si elle n'avait espéré y trouver remède, elle ne se serait pas mariée à Omer, car quelle est la femme qui aimerait à avoir un homme sans langue? « Allons, il est temps, se dit Meïra. Prenons un botchtaluk, un présent, et allons chez le cadi, nous jeter à ses genoux. » Elle y alla 2 fois. « Cette femme me fait honte, dit le cadi. Elle a sans doute quelque faveur à me demander. C'est vraiment honteux. » Quand vint le 3e jour, Meïra revint avec de plus beaux présents devant le cadi. Elle baisa le pan de son habit et voulut s'en aller.
Mais le cadi ordonna à ses gardes de l'arrêter. « Tête de femme, dit le cadi, tu m'as déjà fait 3 fois honte. En quoi puis-je t'être agréable? Dis-le-moi. » C'est tout ce qu'attendait Meïra. Elle mit une main sur son front, l'autre sur sa poitrine, et dit « Cadi, ton bon cœur me met à l'aise, et je puis t'implorer. Octroie-moi la faveur de siéger 1 heure vendredi prochain à ta place au tribunal. »« Par ma foi de Turc, dit le cadi, si cela peut être agréable, tu y siégeras toute la journée, je te le permets. » Meïra baisa les pieds et le tapis du cadi, le remercia et s'en alla, attendant toute joyeuse le vendredi. Le vendredi arriva. C'était le jour férié pour le remboursement de la dette. Omer n'avait pas un bechlouk, 1 franc, dans sa bourse. À plus forte raison n'avait-il pas 30 bourses. Il fallait donc remplir l'autre clause de la convention. Le juif allait couper à Omer 1 drachme de sa langue devant le tribunal. Meïra s'était levée de bon matin. Le cadi, dès qu'elle fut arrivée, la revêtit de ses vêtements et lui mit lui-même son turban sur la tête. C'était vraiment un drôle de cadi que cette femme qui allait juger. Le vrai cadi se retira dans sa chambre voisine et se mit à regarder, à travers un carreau, ce qui allait arriver. Notre cadi sans barbe avait déjà fumé un chibouk tout entier quand le juif et Omer entrèrent dans le tribunal. Ce dernier essuyait ses larmes. Ils firent le salut ordinaire et s'avancèrent. Plusieurs minutes se passèrent, pendant lesquelles le cadi tira 5 ou 6 bouffées de son chibouk. « Que voulez-vous de moi ? » « Nous sommes venus réclamer ton jugement, noble Effendi. »« Quelle affaire vous amène ?» Le juif alors expliqua au cadi comment, 7 ans auparavant, il avait prêté à Omer 30 bourses et quel contrat ils avaient fait. Si la somme ne lui était pas rendue, il devait lui couper 1 drachme de sa langue, et c'était pour cela qu'ils étaient venus. Le cadi à Omer. « Est-ce vrai ? Comment t'appelles-tu ? A-t-il dit la vérité ?» Omer, pleurant. « Effendi, tout cela est la vérité même. » Le cadi ouvrit son livre et se mit à le feuilleter. Il s'arrêta sur une page et prit un air soucieux. « Oui, c'est vrai, c'est ainsi qu'il est écrit dans le livre. Et toi, juif, as-tu apporté un rasoir ? Demanda-t-il. « Certainement, répliqua le juif. « Alors, eh bien alors, dit le cadi d'un air très grave, coupe. Mais prends bien garde de ne pas couper plus d'1 drachme, car sache bien que si tu coupais plus ou moins que ne porte la convention, tu ne pourras pas te justifier. » Le juif tressaillit et réfléchit un instant. « Non pas, illustre Effendi, mais si je lui coupe plus que la drachme, je l'indemniserai avec de l'or. Si je lui en coupe moins, je lui ferai cadeau de ce qui restera. » Par Allah, juif, es-tu donc le cadi pour oser dicter des lois devant le tribunal ? Allons, allons, coupe tout de suite. Vous voyez d'ici l'embarras et le tourment du juif. Pardon, illustre Effendi, je ne veux pas me mêler des affaires de notre souverain maître. Je sais que tu as l'habitude de juger d'après le livre. Je lui laisse les 30 bourses. Je lui laisse son morceau de langue. Nous sommes de bons amis. Le juge prit un air encore plus terrible et s'adressant aux gardes. « Qu'on me fasse venir le bourreau, que j'apprenne à ce chien de juif comment on obéit au tribunal. Coupe, à l'instant. » Le bourreau arrive. Le juif tombe à genoux, baise la robe du cadi, se mit à supplier. Mais le cadi ne se laisse pas attendrir. Coupe la drachme de langue, infidèle, ou tend la tête au bourreau. Le juif vit qu'il n'avait plus qu'une chance de salut, racheter sa vie. Illustre, Effendi, dit-il, je te donne 30 bourses. J'abandonne les 30 que j'ai prêtées à mon débiteur. Sois pour moi un père et une mère, Effendi. J'ai péché, pardonne-moi. Ne m'ordonne pas de couper la langue à qui que ce soit, surtout à mon bon ami Omer. Coupe-lui le cou, dit le cadi au bourreau. Le bourreau saisit le pauvre juif qui se cramponnait après le cadi. Pitié, Effendi, si tu es turc. Alors Omer intervint. Supplie le cadi en faveur de son ami. C'est ce qu'attendait le cadi. Omer, lui dit-il, en faveur de toi, je lui pardonne. La probité d'un Turc est plus solide que la pierre. Que ce juif comprenne bien ce qu'est ce tribunal et ce qu'est le jugement du cadi. Et le juif paya 30 bourses au cadi. Celui-ci l'invita ensuite à embrasser Omer. Et pour qu'on ne revienne plus sur cette affaire, je vais, dit-il, l'écrire sur mon grand livre.
Après avoir baisé le tapis et les babouches du juge, les deux parties le remercièrent de son jugement équitable et de sa bonté paternelle, et quittèrent le tribunal. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, rentre le vrai cadi. Il se tordait de rire. Par ma barbe, tête de femme, je ne vois rien dans les livres d'aussi sage que toi. Si tu étais homme, en vérité, il n'y aurait pas un cadi comme toi à Constantinople. Meïra le remercia de la bonté qu'il avait eue de lui céder sa place, et lui offrit 15 bourses sur l'argent du juif si bien dépouillé. Le cadi refusa et lui donna encore une bourse. Elle baisa le pan de son habit, remercia, quitta le tribunal et revint à sa maison avant Omer. Il s'était attardé au café. Le voyant arriver de la fenêtre, elle se mit à le plaisanter. « Ah ah! Voilà Omer et la langue coupée, dit-elle. Tu te trompes, dit Omer. Elle, comme étonnée de ce qu'il ne bégayait pas, se mit à lui demander. Qu'est-il donc arrivé? Dieu et le sage cadi, il est joli comme une pomme, Dieu le garde de tout mal, m'ont sauvé et attrapé le juif. Est-il plus joli que moi, le cadi? Reprit Meïra, en lui montrant les 30 bourses. Omer pleura de joie et baisa 3 fois le front charmant de son adroite épouse. Voyant combien elle était sage, il l'aima 3 fois plus qu'auparavant. Il écouta ses bons conseils, s'adonna avec ardeur au travail et acquit une grande richesse. La table, la musette et le sac. Conte bohème ou tchèque. Il y a longtemps, bien longtemps, un vieux paysan vivait dans une chaumière avec ses 3 fils. L'aîné s'appelait Martin, le second Michel, le troisième Jeannot. Un soir, le père et les 3 fils étaient réunis autour d'une jatte de lait. « Martin, dit le père, je sens que je ne vivrai pas longtemps. Quand je mourrai, c'est à toi que reviendra ma chaumière. Surtout, ne fais point de tort à ta mère ni à tes frères. » Martin promit, mais tout en promettant, il avait soin de choisir les bons morceaux et d'accaparer le pain. Michel s'étonnait de cette conduite. Jeannot en fut si triste qu'il oublia de manger. Au bout de peu de temps, le père tomba malade. Il fit venir ses fils pour leur dire adieu. Il recommanda à Martin de ne jamais abandonner la chaumière. « Jeannot, dit-il au troisième, tu es un peu simple, mais ce que le ciel a ôté de ton esprit, il l'a donné à ton cœur. Sois toujours bon et écoute tes frères. » Là-dessus, il mourut. Martin et Michel éclatèrent en lamentations épouvantables, mais Jeannot resta auprès du lit mortuaire, muet, immobile, comme s'il avait perdu la raison. Au bout de quelque temps, il sortit, s'assit dans le jardin et pleura comme un enfant. Après l'enterrement, Martin et Michel décidèrent qu'ils iraient courir le monde et chercher fortune. Jeannot devait rester à la maison auprès de leur mère. « Le monde est grand, pensait-il. À force de le parcourir, nous pourrons rencontrer la fortune. En restant ici, nous ne deviendrons rien du tout. » Jeannot ne demandait pas mieux que de rester, mais leur mère, qui était encore très vaillante, ne voulut pas qu'il renonçât à la bonne chance, et décida ses frères à l'emmener. Ils partirent donc tous 3. Michel et Martin avaient pris 2 grands sacs remplis de vivres, Jeannot n'avait rien. « Je voudrais bien savoir, dit-il tout à coup à ses frères, si nous allons rencontrer la fortune. Tu peux bien courir au-devant d'elle, toi qui n'as rien à porter. » Ils étaient furieux de voir que Jeannot ne portait rien, tandis qu'ils avaient tant de peine à traîner leurs sacs. Ils avaient marché toute la matinée, le soleil les brûlait, ils étaient fatigués et ils avaient faim. Ils s'assirent au bord de la route sous un arbre et se mirent à manger. Jeannot s'assit sous un autre arbre et se mit à pleurer. Peut-être avait-il faim, peut-être regrettait-il la mort de son père. Ses frères se moquèrent de lui. « Tu vois, une autre fois, ne sois pas si paresseux, tu auras aussi à manger. » Jeannot essuya ses larmes avec sa manche. « Vous faites de jolis fils, leur dit-il. Vous partez courir le monde pour soulager votre mère, et vous commencez par emporter de chez elle ce qu'il y a de meilleur. » Cette réponse inattendue fit taire les 2 frères. Au bout de quelques instants, ils offrirent même à Jeannot de partager leur repas. Puis ils se remirent en route. Vers le soir, ils arrivèrent à une chaumière et demandèrent l'hospitalité. Le maître de la chaumière les fit entrer et les invita à souper. Martin le remercia et ajouta, non sans une certaine fierté, qu'il avait assez de quoi manger. En effet, ils tirèrent des vivres de leurs sacs et firent un bon repas.
Pendant ce temps-là, Jeannot était assis dans un coin et pleurait. La ménagère, en revenant de la cuisine, vit qu'il ne mangeait pas et voulut qu'il se mît à table. On servit une excellente soupe au lard. Martin, qui l'aimait beaucoup, rongeait avec dépit ses croûtes de pain et ses restes de fromage, mais on ne l'invita pas. Le lendemain, les deux méchants frères partirent de bonne heure et emmenèrent Jeannot dans une forêt profonde, pour être certains que personne ne lui donnerait à manger. Après avoir longtemps erré, ils arrivèrent tout à coup dans une clairière d'où ils aperçurent un immense château. Jeannot sourit, mais Martin ne fut pas content. « Nous nous sommes trompés de route, dit-il. Retournons en arrière. »« Nigaud, dit Michel, nous sommes partis pour courir le monde. Qu'importe de courir à droite ou à gauche. » Jeannot ne dit rien. Il alla tout droit au château. Martin le regarda faire, puis se décida à le suivre. Ils entrèrent dans le château, mais ils n'y trouvèrent pas une créature humaine. Un frisson les saisit. Martin voulut partir, mais quand il vit Jeannot ouvrir la porte, il le suivit encore. Ils entrèrent dans une salle magnifique. Quelle merveille! La salle était pleine de monnaies de cuivre jusqu'à une hauteur de 5 coudées. Martin et Michel restèrent tout éblouis. Puis ils jetèrent de leurs sacs les restes de leurs provisions et se mirent à les remplir de gros sous. Jeannot ouvrit une seconde chambre. Elle apparut à leurs yeux éblouis, pleine de monnaies d'argent. Les deux frères jetèrent aussitôt les sous pour entasser les écus dans leurs sacs. Cette besogne à peine terminée, Jean ouvrit une troisième porte. Éblouissement prodigieux. La troisième salle était pleine de pièces d'or qui brillaient comme le soleil. Ils vidèrent de nouveau leurs sacs et de nouveau les remplirent. « Allons-nous-en » dit tout à coup Martin. « Quelqu'un pourrait venir et nous ne serions pas à notre aise. » Les deux frères se sauvèrent, Jean les suivit. De chacun de ces trésors, il ne prit qu'une pièce de monnaie et les restes des provisions qu'on avait jetées dans la première salle. Chemin faisant, il mangea. On arriva dans un bois épais. Les frères jetèrent leurs sacs d'argent et s'assirent pour se reposer. Jeannot se coucha auprès d'eux et acheva de grignoter le dernier croûton. Tout à coup, Martin s'aperçut qu'il avait faim. Mais il n'avait que des ducats dans son sac. « Jeannot, dit-il, dépêche-toi d'aller au château et rapporte-nous les restes que nous y avons laissés. »« Ce n'est pas la peine, répondit Jeannot. Je les ai ramassés et je les ai mangés. »« Misérable, s'écria Martin, je t'apprendrai à manger la part de tes frères. » Et ils tombèrent sur lui et le frappèrent à qui mieux. « Va où tu voudras, gourmand, et ne te permets plus de te présenter devant nous. » Et ils sortirent du bois. Le lendemain matin, ils arrivèrent chez eux, achetèrent une belle maison et s'y installèrent avec leur mère, et se mirent à y vivre comme de grands seigneurs. Jeannot était resté par terre inanimé. Quand il revint à lui, il se trouva seul. Que faire ? Je retournerai au château, pensa-t-il, je ramasserai de l'argent et je m'en irai vivre, en grand seigneur. Il retourna en effet au château. Il n'y trouva personne. Il ôta sa veste, noua les manches par le bout, de façon à en faire des espèces de sacs, et se mit à y entasser les pièces d'or. Tout à coup, il entend un bruit lointain, semblable à celui du tonnerre. Ce bruit se rapproche, le château tremble jusqu'en ses fondements. Une voix se fait entendre, une voix stridente comme celle d'un taureau. « Ça sent la chair fraîche !» Et deux géants entrent dans la salle. « Ah ah, petit ver de terre, c'est toi qui voles nos trésors !» s'écrie l'un d'entre eux. « Eh bien, nous te mangerons ce soir à souper. » Le second géant murmura quelque chose à l'oreille de son camarade. « Soit, dit celui-ci, je t'accorde la vie. Mais désormais, c'est toi qui, en notre absence, garderas nos trésors. Seulement, garde-les bien. À propos, quand tu auras faim, frappe 3 fois du poing sur cette table en disant « Cuisine impériale » et tu recevras de quoi bien dîner. Jeannot promit tout ce qu'on voulut. À partir de ce moment, il mena une vie fort agréable. Il n'avait rien à faire, personne ne venait au château, la table lui obéissait toujours. À la fin, l'ennui le prit. « Que messieurs les géants gardent eux-mêmes leurs trésors, dit-il un beau matin. Et toi, ma bonne table, viens-t'en avec moi à la maison. » Il mit la table sur son dos, quitta le château et entra dans la forêt. Il la traversa et se trouva dans les champs.
Là, il rencontra un bon vieillard qui lui demanda à manger. « Vous ne pouvez mieux tomber, répondit Jeannot. Venez vous asseoir avec moi sous cette table. » Jean posa la table sur le sol, la frappa 3 fois du poing en criant « Cuisine impériale !» Un splendide repas fut aussitôt servi. « C'est une belle invention, dit le vieillard. Fais-moi cadeau de cette table. J'ai encore quelque chose de mieux à t'offrir. Vois cette musette. Toutes les fois que tu le commanderas, il en sortira une armée, aussi nombreuse que tu voudras. » Jeannot, depuis que ses frères l'avaient si fort battu, était devenu ambitieux. Il prit la musette et donna la table. Le vieillard, une fois parti, il se retrouva seul en plein champ et par-dessus le marché avec beaucoup d'appétit. Il commença à regretter sa table. Il pensa tout à coup à sa musette. Une mauvaise idée lui vint. Il ouvrit la musette. « 200 hussards, en avant !» cria-t-il. Aussitôt, chevaux de hennir, sabres de résonner aux flancs des cavaliers. Leur chef s'approcha de Jeannot et lui demanda poliment ce qu'il désirait. « À environ une demi-heure d'ici, vous trouverez un vieillard avec une petite table. Saisissez-le et m'apportez la table. » Les hussards partirent au grand galop. 10 minutes après, ils étaient de retour et la table avec eux. Jeannot ouvrit la musette et y fit rentrer les soldats. Puis il se mit à table et mangea gaiement la cuisine impériale. Le lendemain, il rencontra encore un bon vieillard qui se fit inviter comme le précédent. « Voilà une belle invention, dit-il, en regardant la table. Si tu veux me donner ce meuble, je te donnerai mon sac en échange. »« Oh oh, dit Jeannot, ce serait une mauvaise affaire. »« Pas si mauvaise. De ce sac, on peut faire sortir autant de châteaux que l'on désire. » Jeannot réfléchit un instant. « Soit, dit-il. » Et il fit l'échange. 5 minutes après, il fit sortir du sac et il lançait 300 uhlans à la poursuite de son hôte et rentra en possession de la table. Jeannot avait donc désormais 3 talismans. Il reprit sa route et arriva dans la capitale. Là, il apprit que ses frères étaient devenus de gros richards et de très grands seigneurs. Il s'halit et déchira ses vêtements afin d'avoir l'air d'un mendiant et alla leur demander l'aumône. Ils le mirent à la porte, malgré les supplications de leur mère. Pourtant, ils finirent par lui offrir l'hospitalité dans l'écurie. Jean ne dit rien, mais quand tout fut endormi, il fit sortir du sac un château, de la musette une compagnie pour le garder. Il dormit fort bien dans le château, et la table lui fournit un souper magnifique. Au matin, il fit tout disparaître, château et soldats, et se retrouva sur la paille. Il passait ses journées à ne rien faire. Ses frères étaient fort intrigués. Ils le pressèrent tant de questions qu'il finit par leur raconter le secret de la table magique. Il les invita à partager un repas qui laissait bien en arrière les meilleurs festins de la capitale. L'histoire de ce repas fit grand bruit. Le roi lui-même entendit parler de la table magique. Curieux de goûter à la cuisine impériale, il envoya un de ses chambellans prier Jeannot de vouloir bien la lui prêter pendant 3 jours. « Soit, dit Jeannot, mais que le roi se souvienne que si dans 3 jours il ne me l'a pas renvoyée, je lui déclarerai la guerre. » Le chambellan prit la table et raconta au roi en riant la menace de Jeannot. Le roi fut enchanté de la table et de la cuisine impériale, si enchanté qu'il se résolut à garder cette merveille. Il fit appeler un menuisier habile qui lui fabriqua une table toute pareille, et il renvoya à Jeannot cette contrefaçon. Jeannot, se voyant ainsi trompé, entra dans une violente colère. Il brisa la fausse table. « Dites à votre roi, dit-il au chambellan, que demain, je démolirai son palais comme je brise cette table. » On rit beaucoup chez le roi, mais on rit beaucoup moins quand Jeannot fit sortir de sa musette 1 million de cavaliers et 1 million de fantassins. La garnison du palais n'essaya même pas de se défendre. Le roi arbora le drapeau blanc et alla trouver Jeannot. « J'ai eu tort, lui dit-il, et je veux réparer ma faute. Voici ta table, et par-dessus le marché, je te donne ma fille en mariage. » Le mariage eut lieu avec une grande pompe, et je laisse à penser si la table fournit à tous les conviés la cuisine impériale. Après le festin, Jeannot fit sortir de son sac un château merveilleux où il emmena sa jeune épouse. Le roi fut si étonné qu'il lui confia le sceptre et la couronne. Voilà donc Jeannot, roi à son tour. Et quel roi!
Il pouvait entrer en guerre avec le monde entier. Il avait des troupes plus qu'aucun souverain n'en eut jamais. Il élevait des châteaux à toutes ses frontières. Sa table était la meilleure qu'on eût jamais connue. Ses frères en crevaient de dépit. Pour les punir de leur dureté, il ne les rappela jamais auprès de lui, mais il traita fort bien sa mère, qui eut une longue et belle vieillesse. Au centre du palais, dans la chambre du trésor, était renfermée la table, le sac et la musette. Jeannot régna longtemps sous le nom de Jean Ier et fut très regretté de son peuple. Mais ses successeurs n'imitèrent pas son exemple. L'un d'entre eux eut même la sottise d'avoir honte des humbles origines de sa dynastie. Il relégua la table, le sac et la musette dans un caveau noir et humide. Vous demandez ce que devint ce grand empire ? Il déclina, de plus en plus. Un beau matin, le prince ingrat courut au caveau qui gardait les talismans. Hélas, la table s'était pourrie. De la musette, il ne restait que les courroies, et du sac, quelques chiffons que les rats étaient en train de grignoter. Ainsi finissent les plus belles choses du monde. Le petit poucet russe. Conte russe. Il y avait une fois un vieillard qui vivait avec sa vieille femme. Une fois, la vieille, en hachant des choux, se coupa le petit doigt. Elle l'arracha et le jeta derrière le poêle. Tout à coup, elle entendit une voix humaine parler derrière le poêle. « Mère, mère, ôte-moi de là !» Elle fut étonnée, fit le signe de la croix et demanda. « Qui es-tu donc ?»« C'est moi, ton fils, je suis né de ton petit doigt. » La vieille le prit et le regarda. C'était un petit, tout petit enfant. On le distinguait à peine. Elle l'appela le petit poucet. « Et où est mon père ?» demanda le petit poucet. « Il est allé au champ. »« J'irai le trouver et l'aider. » Il arriva au champ. « Dieu te soit en aide, petit père. » Le vieillard regarda autour de lui. « Quel miracle !» pensa-t-il. « J'entends une voix d'homme et je ne vois personne. Qui donc me parle ? C'est moi, ton fils ? Mais je n'ai pas de fils. Je viens seulement de naître. Ma mère, en coupant des choux, s'est coupé le petit doigt et l'a jeté derrière le poêle. C'est ainsi que je suis né, moi, le petit poucet. Je suis venu t'aider à labourer la terre. Assieds-toi, père, mange ce que Dieu t'a envoyé et repose-toi un peu. » Le vieillard se réjouit et se mit à manger. Le petit poucet monta dans l'oreille du cheval et se mit à labourer la terre. Mais d'abord, il dit à son père. « Si l'on te demande à m'acheter, vends-moi sans crainte, je ne me perdrai pas et je reviendrai à la maison. » Un seigneur vint à passer. Il regarde et s'étonne. Le cheval marche, la charrue laboure et personne ne les conduit. On n'a jamais vu, jamais on n'a entendu dire qu'un cheval laboura de lui-même. « Serais-tu aveugle ?» répond le paysan. « C'est mon fils qui laboure. »« Vends-le-moi. »« Non, je ne le vendrai point. C'est notre seule joie à sa mère et moi, notre seule consolation. »« Vends-le-moi, vieillard. »« Eh bien, donne 1000 roubles et tu l'auras. »« Quoi ? Si cher ? » Tu vois, l'enfant est petit mais vaillant, léger des pieds et prompt à faire les commissions. Le seigneur paya les 1000 roubles, et mit le petit dans sa poche et s'en alla chez lui. Mais le petit poucet s'ennuya dans la poche, y fit un trou et s'échappa. Il marcha, marcha. La nuit sombre le surprit. Il se cacha sous une touffe d'herbe et se mit à dormir. Vinrent à passer 3 voleurs. « Salut, braves gens, dit le petit poucet. Où allez-vous ? » Chez le Pope. Pourquoi faire ? Voler des taureaux. Prenez-moi avec vous. À quoi es-tu bon ? Il nous faut un gaillard vigoureux et capable de faire un bon coup. Parfaitement. Je passerai sous la porte et je vous l'ouvrirai. Ah, ceci est autre chose. Viens avec nous. Ils partirent tous les 4 chez le Pope. Le petit poucet passa sous la porte, l'ouvrit et dit « Frère, restez ici, je me glisserai dans l'étable, je choisirai le meilleur taureau et je vous l'amènerai. » Et il choisit en effet le plus beau et l'amena. On l'entraîna dans les bois. Les voleurs le tuèrent, l'écorchèrent et se partagèrent la viande. « Donnez-moi les tripes, dit le petit poucet. Cela me suffira. » Il les prit et se coucha dedans. Les voleurs, après s'être partagé la viande, retournèrent chez eux. Survint un loup affamé.
Il avala les tripes et le petit. Le voilà assis, tout vivant, dans le ventre du loup, et il n'était pas mal à son aise. Mais le loup eut mauvaise chance. Il aperçoit un troupeau en train de paître. Le berger dort. Maître loup se glisse et emporte une brebis. Mais le petit poucet se met à crier, à gorge déployée. Berger, âme de mouton, tu dors, et le loup emporte une brebis. Le berger s'éveille, se jette sur le loup avec une trique, lâche sur lui ses chiens. Ils le déchirent à belles dents. Ses poils volent partout, et le loup se met à fuir. Mais il ne pouvait plus manger. Il maigrissait. Il serait mort de faim. Il supplie le petit poucet de s'en aller. Amène-moi chez mon père et ma mère, et je sortirai. Le loup court au village et se précipite dans la cabane du vieillard. Le petit poucet sort du loup par le derrière, saisit sa queue et s'écrie. Tuez le loup! Tuez le loup gris! Le vieillard saisit un gourdin, sa femme un autre, et ils se mirent à taper sur le loup. Ils le tuèrent, prirent sa peau et en firent un manteau pour le petit poucet. Et ils vécurent longtemps. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans ce premier vlog lecture sur le recueil des contes slaves traduits par Louis Léger. Là on a eu une petite variété de contes de différentes origines. Donc on a eu un conte serbe, un conte tchèque et un conte russe. Donc bon, c'est à droite sur la carte, en gros. Non mais je dis ça parce que je suis vraiment une quiche en géo. Une drachme de langue, le conte serbe, ça me faisait vraiment penser à certaines formes de contes qu'on avait pu retrouver dans le premier tome des Mille et une nuits, que j'ai trouvé qui était assez laborieux quand même à enregistrer parce que c'était assez répétitif et puis c'était un peu compliqué. Je me demande après si je vais pas y retourner vers les Mille et une nuits, mais sans faire que ça. Faire peut-être un grand conte en une fois et après séparer, parce qu'au final on a toujours Scheherazade. Bref. Je trouvais qu'on commençait à glisser tout doucement vers un truc assez raciste là par rapport aux juifs. Parce que du coup c'est forcément le juif qui a de l'argent, qui prête de l'argent et il veut le récupérer, ce qui quelque part est tout à fait normal. Et l'autre en fait, il a pas du tout, Homer, il a pas du tout l'intention de le rembourser et il est pas du tout. Enfin, on est dans un conte, hein, mais si on raccroche ça à quelque chose d'assez réaliste, euh, c'est un gars qui est pas sérieux au final. Il est pas sérieux, il a aucune intention de rembourser son copain et compagnie et il est presque à chouiner en fait sur son futur sort plutôt que de faire quoi que ce soit pour le rembourser. Après, j'ai aucune idée de combien ça valait 30 bourses, mais c'est 7 ans quand même. En 7 ans, hein? Enfin, je sais pas. Après, je le trouvais très familier par rapport à quelque chose que j'avais déjà lu, comme je vous l'ai dit. Surtout qu'il y avait, on parlait des Turcs, on parlait des Cadis. Alors Cadi, C-A-D-I, je vérifie ce que c'était. Le Cadi, c'est juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. C'est un juge de paix et un notaire réglant des problèmes de la vie quotidienne, mariage, divorce, répudiation, succession, héritage. Le mot Cadi vient d'un verbe signifiant juger, décider. Voilà. Le Cadi, c'est... Je sais pas si ça existe encore. Ça me paraît quand même assez ancien. Enfin, médiéval, voire encore avant. Ça paraît très très ancien. Ah, quoique. Il y a une femme qui a été élue Cadi en 1917, Mouklisa Boubi. Je dis peut-être pas très bien, hein. Donc on est dans du droit musulman. C'était l'Empire ottoman, c'était ça se dit Cadi aussi en turc. Enfin là, je suis en train de lire de la phonétique, donc je sais pas si ça se dit encore. Et il y en avait aussi à Mayotte. Donc bref, Cadi, C-A-D-I, c'est un juge musulman. Donc dans les mondes, dans les univers musulmans. On est
Oui, enfin, du coup, ça me faisait vachement penser aux Mille et une nuits déjà par rapport à l'organisation sociale. Enfin, cette organisation-là du juge, juge musulman. C'est assez intéressant d'ailleurs qu'une fonction judiciaire soit donnée à quelqu'un de religieux. Ce mélange en fait. Que je sais pas si on le trouvait dans nos anciennes institutions judiciaires, si ça pouvait être mêlé à l'église dans le temps chez nous. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'interroge du coup. Mais bref, c'est assez bizarre aussi. Enfin, après, on est dans un conte, donc évidemment, poser des questions réalistes sur un conte, c'est un petit peu vain. Mais que le cadi, au final, il accepte que la femme lui soit cadi une journée, genre, ouh là, je travaille tellement, j'ai besoin de vacances. Je sais pas. Mais elle est bien gentille en fait, Meira. C'est un très joli prénom d'ailleurs. Meira, M-E-I-R-A. Et Omer. Mais Meira, au final, elle accepte d'épouser un gars qui paraît pas être un foudre de guerre, qui est pas trop bosseur, qui joue de la, je sais plus comment ça s'appelait, c'est un instrument de musique avec des cordes, donc un genre de guitare. Euh, Peut-être qu'il l'a charmé par rapport à ça, on sait pas trop, mais au final, je suis moyennement convaincue en fait. Je pense que le conte est à la fois trop court et trop long, et je suis pas spécialement convaincue par comment dire, l'amour en fait entre Homer et Meira. Homer, il a l'air de l'aimer parce que elle est belle, et Meira, en fait, elle est prête à offrir sa beauté à quelqu'un qui sera riche. Et au final, comme elle épouse quelqu'un qui n'est pas riche et qui n'est pas très doué, c'est elle qui va amener la richesse en bernant le juif. Je trouve ça un petit peu, j'aime pas trop moi. Personnellement, j'ai pas trop kiffé. Ensuite, on a lu La table, la musette et le sac. Et ben ça, j'ai bien l'impression que je l'ai lu chez Perrault. Je suis pas persuadée, mais ça me dit quelque chose. Mais par contre, je crois qu'il y avait pas le, enfin, les deux parents étaient morts. Et mais ouais, donc ça c'était un conte tchèque. Je regarde un peu où est-ce que c'était la Serbie, la République tchèque. Attendez, Serbie. Serbie, ça existe encore ou quoi? On dirait. Je vous ai dit, je suis nulle. Donc Serbie, c'est entre la... maintenant, la Serbie, c'est en dessous de la Hongrie, à côté de la Roumanie, de la Bulgarie, au-dessus du Kosovo, de la Macédoine du Nord, et à côté de la Croatie, Sarajevo, Monténégro. Ok. Serbie, et t'avais République tchèque. La Tchéquie, donc c'est à côté de l'Allemagne. Allemagne, Pologne, Slovaquie, Autriche. D'accord. Et bon, la Russie, je pense que c'était pas encore l'URSS. En ce temps-là, c'était 1800, fin 1800. Donc, oui, j'ai regardé sur une carte parce que je suis une quiche moi, en géo. Donc, la table, la musette et le sac, j'ai l'impression que c'est souvent c'est un archétype en fait des contes, quels qu'ils soient, enfin, ou de beaucoup de contes, que le frère qui est peut-être le plus jeune frère qui est sans doute le plus naïf, puis il est plus jeune aussi, donc forcément il a moins d'expérience que ses frères aînés, donc que le plus jeune finisse par devenir meilleur que les frères aînés parce qu'il a réfléchi. Là on est un petit peu sur des objets magiques, chose qu'il n'y avait pas du tout dans le premier conte. On est vraiment sur les objets magiques qui avaient quelque part une espèce de corne d'abondance au final. Parce qu'on a une table qui donne toujours plein 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 à manger. Ah, on avait des géants aussi dans le château. La musette, elle donne des soldats à l'infini, j'ai l'impression, et le sac, il donne des châteaux. Et oui, on est un peu sur les mythes de la corne d'abondance ou des choses comme ça, donc c'est des trucs qui se retrouvent assez régulièrement. Moi, l'histoire de la table comme ça me dit vaguement quelque chose dans les peaux d'âne, peut-être, je suis pas sûre. Je l'associe à peau d'âne, mais je suis pas sûre. Peau d'âne, c'était les robes. Et l'âne.
Et là, ouais, donc on a le plus jeune frère qui n'est pas apprécié de ses frères aînés, qui ne réfléchit pas, forcément, parce que les frères aînés avaient prévu d'emmener à manger et pas lui, mais qui finit par de bonnes rencontres, et il berne lui aussi des vieillards. C'est pas bien. Il a rencontré 3 vieillards. Donc est-ce que c'est pas aussi des créatures un petit peu surnaturelles qui disent bah tiens je te file ça en échange de ça, gna gna gna, et à chaque fois en fait ils se retrouvent avec quelque chose d'encore mieux. Enfin ils se retrouvent surtout avec tout parce qu'ils volent. Donc quelque part il est plus malin, mais autre part niveau moralité on n'est pas trop là quoi. Et bon là on est dans le conte merveilleux à fond les ballons hein. Mais ouais je suis pas... En fait je suis pas surprise. J'aurais aimé que ce soit plus, enfin ces 3 premiers contes, plus dans le folklore slave, et pour moi on n'y est pas vraiment. Parce que Une drachme de langue, on était grosse inspiration, Mille et une nuits. La table, la musette, le sac, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Et Le petit poussé, conte russe, et ben, j'ai l'impression de lire du Perrault. Parce qu'on avait un peu cette idée-là aussi, j'ai le souvenir de qu'il a été oui, c'est un enfant né sur le tard, qui est grand comme un pouce. Je me souvenais pas de l'histoire du doigt coupé. Je sais plus exactement comment il est arrivé dans la vie de ses parents. Mais qui se fait embarquer en fait et qui devient plus... qui devient... Enfin, qui propose à ses parents de l'aider, et qui devient... Enfin, qui est très intelligent et qu'il berne aussi. Après, le fait de berner comme ça, c'est des choses qui sont très régulières dans les contes. Je pense notamment au conte breton. Je sais pas s'il l'appelle le diable, mais il y a beaucoup la figure du diable dans les contes bretons. On l'a pas vu beaucoup dans Anatole Le Braz, parce que j'ai lu quelques contes d'Anatole Le Braz, mais dans les contes bretons, le diable il est très souvent berné par le héros du conte. Mais ouais, bref, bon, pour le moment, je suis un petit peu sur ma faim parce que je suis pas dépaysée. Je trouve ça sympa, mais sans plus. Et à voir pour la suite du coup. La prochaine fois, je vais sûrement en lire plus parce que j'essaye de lire à peu près 20 pages par 20 pages. La prochaine fois, on aura la mauvaise femme qui est court, La fille du doge qui est plutôt long, La gelée, le soleil et le vent qui est court, et je pense qu'on finira sur Le berger et le dragon. Parce que j'essaye de ne pas en lire trop en même temps. Je crois que c'est ça à peu près. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. À demain pour ceux qui vont me suivre pour Colette qui va commencer. Je crois que je vais commencer Colette par Sido. Donc, ensuite Les Vrilles de la Vigne. Donc Sido, c'est un court roman autobiographique où on va parler de... Colette va parler de ses parents et de ses frères et sœurs. Donc 3 chapitres. Papa, maman, frères et sœurs. Peut-être pas dans ce sens-là, hein, je sais plus. Et Les Vrilles de la Vigne, c'est un recueil de nouvelles. De 23 nouvelles, il me semble. Et c'est au programme du bac. Ce sera peut-être un peu tardif pour ceux qui passent le bac, parce que j'espère qu'ils l'ont lu, parce que le bac, ça se rapproche. Mais voilà, Colette, elle est libre de droit seulement depuis le 1er janvier, parce que ça fait plus de 70 ans qu'elle est décédée. À tout bientôt, rêvez tout grand. À demain pour ceux qui sont là pour Colette. Et à mercredi, je sais pas ce qu'il y aura comme vidéo encore, parce que j'enregistre très, très en avance. Donc on verra. À mercredi pour une vidéo sur des bouquins que je bouquine. Salut!